Mesdames et messieurs, signori et signori, bonjour et bienvenue dans le podcast Brillare, le podcast qui met en avant des parcours inspirants. Aujourd'hui, on va parler de beauté, on va parler de représentativité et surtout, on va parler de confiance en soi. La personne que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une grande dame qui a un parcours et un profil inspirant. Bonjour Priska. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Nous sommes ravis de t'accueillir. Hein? Merci. Et nous pensons que tu es réellement un profil inspirant qui colle parfaitement à la vision de Brillare. Merci beaucoup. Alors, Priska, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Je vais très bien malgré le temps. Ça va. Je suis contente d'être là sur ce plateau avec toi et ça va. Je suis bien. Super, super, magnifique. Alors, je rappelle déjà que vous êtes présidente du comité Miss Centrafrique France et que vous avez aussi une brillante carrière dans les relations presse, dans les médias. Vous avez aussi une gamme de cosmétiques, vous avez fait de la photo. En gros, vous êtes un couteau suisse. un vrai couteau suisse. Oui, effectivement, je suis la présidente fondatrice du comité Miss Centrafrique France, qui est une marque depuis 2010. Et en parallèle, j'ai Iné Grâce, qui est la marque cosmétique que j'ai lancée pendant les Covid. C'est une gamme cosmétique mixte pour hommes et femmes, en ce moment en développement aussi. Mais là, je suis plus axée sur le comité. Et puis, je suis photographe, je fais de la communication événementielle, plusieurs casquettes. J'ai fait du cinéma aussi. Ah, ok. Il y a beaucoup de casquettes. beaucoup de casquettes. Et entrepreneur pendant des années. À l'époque, on disait freelance, mais maintenant c'est plus entrepreneur. On emploie de moins en moins le mot freelance, mais bon, ça fait depuis plus de 20 ans quand même que je suis entrepreneur. Et comment on fait pour gérer toutes ces activités, surtout en France, parce qu'on nous reproche d'être beaucoup dispersés au lieu d'être concentrés, mais comment on fait? Comment on fait Alors, je pense que pour moi, c'est plus la détermination. Quand on est déterminé et quand on a une vision. Quand on a une vision et qu'on sait où on veut aller, on se donne les moyens. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, non. C'est avec beaucoup de hauts et des bas, mais il ne faut pas baisser les bras. Quand il y a des moments difficiles, s'il faut tomber, on tombe, on s'assoit, on respire un peu et on se relève et on remonte. Comme je dis, j'ai plus de 25 ans quand même de carrière, plus de 20 ans dans la communication événementielle, organisation. Parce que là, quand on regroupe tout, ça fait promotrice d'événementiel et tout. Et c'est du temps, avec des hauts et des bas. Et je suis mère aussi. J'ai un petit garçon, donc depuis qu'il est là, à l'époque, il y a 10 ans, on va dire, il y a 11 ans en arrière, je faisais tout. J'étais toute seule, il y avait l'énergie. J'étais encore un peu plus jeune. Maintenant, il y a un petit garçon, il faut trouver le temps pour lui, assimiler avec le travail. C'est pas évident, mais à la grâce de Dieu, on s'en sort. On s'en sort et on s'accroche. On s'accroche, ouais. Alors, vous êtes d'origine centrafricaine. Oui. Vous êtes venue quand en France? Alors, je suis venue en France en 98. Ok. 98, ouais. Ok. Bientôt 30 ans, bientôt. Ça passe vite, on ne se rend pas compte. Oui. Des fois, je me dis, j'ai l'impression que c'était hier, mais là, ouf. Ça fait, j'ai fait le collège ici, je suis partie, j'avais 15-16 ans. Je suis arrivée, j'ai fait le collège et puis j'ai commencé le lycée, après parcours universitaire que j'ai pas pu finir. Donc j'ai arrêté mes études pour des raisons familiales. Mais après, je me suis beaucoup formée. Je me suis beaucoup formée, donc voilà. Vous possédez plus de 25 ans de carrière, on va dire comme ça. En tant que femme, justement, femme africaine, noire, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce thème, mais on ne cessera pas d'en parler parce qu'il y a quand même des changements qui arrivent. Mais comment c'était des années en arrière? Comment c'était? Bon, déjà, ça a beaucoup changé. Oui. Avec la génération 2000, ça a beaucoup changé. À notre époque, on avait les tam-tams, les téléphones portables n'existaient pas trop, c'était les débuts des cellulaires.
Et donc, on communiquait avec des lettres, on écrivait des lettres. Maintenant, tout est nouvelle technologie et tout. Mais c'était bien, les relations étaient plus humaines. Mais moi, je sais que même à l'école, avec mes amis d'enfance, les collègues, les copains, copines de l'école, les relations étaient plus saines, c'était plus calme. Je pense que c'est beaucoup plus difficile maintenant. Je pense que quand je vois la génération de maintenant, c'est beaucoup plus difficile. Quand moi, j'ai commencé à entreprendre, c'était les débuts. Hein. Je me rappelle, même si je peux parler quelques années avant, après, pardon, vers les 2000, les débuts 2000, après 2010, quand ils ont commencé à parler de l'entrepreneuriat, je fais partie des premiers à avoir le statut d'auto-entrepreneur, par exemple. On avait beaucoup d'aide, beaucoup de suivi et tout ça. Bon, il y a toujours d'aide et suivi, mais maintenant, il y a tellement de monde qui ne se concentre plus trop. Moi, je sais que en 2010, quand je mettais le comité en place, la marque, j'avais créé une société événementielle et communication, que j'ai fait une filiale en Centrafrique. Et c'est là-bas que j'ai développé plus le côté partie, photo et tout. Quand j'ai créé la société ici, c'était facile. J'avais une formation auprès de chambres de commerce, avec financement. C'était plus facile. J'avais quelqu'un qui s'était concentré que sur moi pour me former. Et puis on avait des formations en groupe aussi, mais c'était différent. Et maintenant, avec le recul, quand je vois comment ça se passe, les jeunes, comment ils démarrent, comment ils entreprennent, j'ai l'impression qu'on doit beaucoup plus transpirer maintenant. Et puis il y a beaucoup de stress. Moi, j'ai commencé dans le calme, zen attitude. Voilà, parce que j'avais envie de... moi, mon rêve, c'est de faire du cinéma. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé... avant tout ça, là, c'était le cinéma. Okay. J'ai tourné longtemps dans Police et Judiciaire. Okay. C'était une série qui passait sur France 2. Je ne sais pas si ça passe encore. J'ai tourné pendant longtemps, dans les débuts 2000. J'ai commencé en 2004. Et puis, voilà, donc, petit à petit, la vision, l'ambition. Et puis, mais tout est parti du fait que j'avais ce rêve-là d'être actrice de cinéma. Et puis après, j'ai trouvé... et j'étais photomodèle, donc j'avais des photographes, je posais pour des photographes. D'où est venue la photo. D'où est venue la photo. Je posais pour des photographes, j'ai fait beaucoup de books. J'étais dans des agences parce que justement, je cherchais des agents pour toute la partie cinéma, modèle et tout. Et après, j'ai eu envie d'être derrière l'objectif. Okay. C'est comme ça que je me suis formée par mon photographe et après d'autres formations pour être photographe professionnel. Donc voilà. Et vous venez justement de dire qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que c'est plus difficile. Mais d'où vient cette impression-là? Est-ce que c'est parce qu'il y a une perte de valeur? Est-ce qu'avant, il y avait d'autres valeurs qui étaient plus mises en avant? Il y a plus peut-être de concurrence ou... Je dirais qu'il y a plus de concurrents et il y a une perte de valeur, les deux. Il y a plus de concurrents parce que c'est tout d'un coup le marché est saturé. Dans toutes les activités, si je peux me permettre de dire. Et après, c'est bien, c'est encourageant aussi parce qu'on voit de plus en plus de jeunes qui entreprennent. Donc, qui étudient à côté, qui entreprennent. Les gens ont de moins en moins envie peut-être de faire des longues études. Du coup, dans le marché de la création, de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est saturé. Et après, les valeurs aussi, parce que ça va tellement vite avec Internet, les réseaux sociaux, ça va tellement vite que les jeunes ne prennent pas le temps de profiter de leur jeunesse. Et du coup, je trouve qu'ils ont des manquements. Et ça, c'est le travail que moi, après, j'essaie de faire avec mes candidates. En tout cas, toutes celles qui ont la grâce de tomber entre mes mains, parce que je ne prends pas n'importe qui. C'est par la grâce qu'elles arrivent à rentrer dans mon comité. Toutes celles qui viennent dans le comité, j'essaie de faire ce travail-là, de par mon parcours, mon histoire, l'expérience, et j'essaie de leur dire, bah, écoutez, faites attention à ci, à ça.
Moi, j'aurais voulu à l'époque avoir quelqu'un, hein, une grande sœur. Un mentor, J'ai beaucoup de grandes sœurs, mais j'ai grandi un peu, on va dire, seule. Donc, ouais. je me suis faite seule. Donc, aujourd'hui, je me dis, ben, si je suis passée par là, par certaines choses, avec les difficultés et les réussites et les échecs, c'est pour me permettre d'avoir une vision pour pouvoir encadrer la jeunesse de maintenant. Donc, voilà un peu. Quand vous avez fondé le comité de Miss Centrafrique France, est-ce que vous étiez, par exemple, parmi les pionnières? Est-ce que vous étiez les premiers? Est-ce qu'il y avait d'autres comités? Comment ça s'est passé? Il n'y en avait pas à l'époque, quand j'ai créé. Alors, d'autres comités dans la communauté africaine de France, oui. Dans la diaspora africaine de France, oui. Il y avait d'autres comités, Miss Mali, je pense qu'ils font partie des premiers, les comités Mali. Et justement, je me suis inspirée un peu d'eux parce que je connaissais le président fondateur de l'association. Et c'est de là. J'avais une amie malienne justement qui m'a amenée dans le milieu. Et c'est de là que j'ai dit, ah tiens, pourquoi pas. Mais à l'époque, je n'étais pas connue dans ma communauté. Moi, j'ai beaucoup émergé. Ici, je faisais du cinéma. Mes amis, c'était vraiment les autres Africains, on va dire, beaucoup plus antillais à l'époque aussi. Donc, dans ma communauté, en dehors de ma famille et mes amis d'enfance, les gens ne me connaissaient pas. Donc, j'ai créé la marque, j'ai déposé la marque. Et puis, je n'ai pas organisé tout de suite parce que justement, je n'étais pas connue dans la communauté. Et j'ai fait ce travail-là. Donc, en 2010, j'ai déposé la marque et après, je suis rentrée en Centrafrique travailler en tant que photographe. Donc, j'avais l'agence de la communication événementielle et la photo. Et j'ai travaillé un peu avec les gouvernements qui étaient en place. Je couvrais tous les événements officiels. Et puis, j'ai travaillé. Et c'est comme ça, au fait, que les Centrafricains m'ont découvert sur les réseaux sociaux, de par mon travail, le parcours et tout. Et puis, quand le moment est venu, j'ai dit, voilà, c'est le moment maintenant de lancer le comité. Est-ce que cette découverte s'est faite de façon... comment dire, est-ce qu'ils vous ont accueilli à bras ouverts ou ils étaient peu réticents au début? Est-ce qu'on peut dire qu'on n'est pas prophète chez soi? Je peux le dire encore, hein, qu'on n'est pas prophète. Ça, je le dis encore, malheureusement. Malheureusement, on n'est pas prophète chez soi. Aujourd'hui, avec du recul, l'expérience, j'accepte. Ça a été très difficile. Bon, déjà, moi, quand je suis rentrée chez moi, on m'a pris pour une étrangère. Je suis rentrée, j'étais boule à zéro, j'étais fine, jeune à l'époque. Je suis rentrée, j'avais 28 ans hein, à l'époque. Quand je suis rentrée, c'était en 2010, 2011. Et ils n'avaient pas l'habitude de voir des photographes femmes. J'ai révolutionné ce métier de la photographie. Ça fait partie des expériences dont j'en suis très très fière. Et parce que j'ai travaillé sous le soleil, sous la pluie, avec des hommes. Et c'était dur. J'étais beaucoup jugée, accusée, condamnée. Même au niveau du gouvernement, on me prenait pour une espionne. J'ai eu des interrogations au niveau de la présidence parce que on n'avait pas confiance. On pensait que j'étais une étrangère alors que je suis centrafricaine. Née au pays, mes deux parents ont beaucoup servi le pays. Donc ça, c'est des choses qui m'avaient brisé un peu. J'en ai longuement souffert. Jusqu'à même là. Et puis, j'ai tellement l'amour du pays. Moi, j'ai la carte de l'Afrique et de Centrafrique sur moi. Donc, je dis toujours, je porte le continent et la RCA sur moi. Mais on n'a pas encore compris ma vision. Je fais beaucoup pour le pays. Il y a quelques années, j'attends un peu de reconnaissance. Maintenant, j'attends plus. J'attends plus parce que j'ai compris que les gens ne seront pas reconnaissants. Je fais ce que j'ai à faire, c'est ma mission, mon devoir en tant que centrafricaine. Hein. Si les forces de la nature, il ne faut pas parler de... les forces de la nature ont fait que je sois centrafricaine, c'est pour impacter, c'est pour être un modèle. Je suis en train d'écrire mon histoire. Donc les gens n'ont pas
à être reconnaissant du fait que moi, j'écris mon histoire. C'est comme ça que je vois les choses maintenant. Mais ouais, là, on est au 21e siècle, 2024. Je dis encore qu'on n'est pas prophète On chez n'est soi. pas encore prophète chez Ouais. soi. Mais là, vous touchez un point important parce que on rentre dans une vague où on pousse les gens qui sont peut-être nés hors du pays à rentrer, les gens qui sont nés au pays, qui sont venus et qui doivent rentrer. Mais quand on se frotte aux réalités du pays, souvent c'est très compliqué, dans le sens où on ne te prend pas forcément pour une autochtone et c'est vraiment très dur. Est-ce que vous, dans votre démarche, vous poussez peut-être des plus jeunes à partir au pays, à investir au pays, à faire des choses au pays? Oui, oui, oui. Moi, Bon, après, moi, j'ai une force surnaturelle. Oui. J'ai une force surnaturelle qui a fait que je n'ai pas baissé les bras et que je continue. Donc, le fait que j'ai cette force qui m'accompagne, je motive. Parce qu'on doit, c'est à nous, au fait, de développer le pays. C'est à nous, la jeunesse, on a notre responsabilité aussi. Donc, même si on accuse deux fois le gouvernement, le pouvoir en place, mais nous-mêmes aussi, on a notre part de responsabilité. Donc moi, je fais partie de celles qui encouragent les gens à rentrer. Moi, je me rappelle, pendant la guerre, j'ai vécu la guerre de 2013. J'étais là-bas. Et j'étais là-bas, même quand j'étais enceinte. Je suis allée, j'ai travaillé. Voilà, moi, j'ai vu des choses horribles. J'ai vu des gens mourir de faim. J'ai vu... jusqu'à même moi, un moment où j'ai fondu en larmes parce que je pensais que j'allais plus venir retrouver mes parents en France. Donc, et puis, quand tu vis ces choses-là, ça te change la mindset. Et puis, quand toi, tu es là, tu vis la chose et que tu vois les gens, ton peuple, les gens de ta nation qui restent derrière les réseaux sociaux, raconter des choses qui ne sont pas des fois la réalité ou qui ne vivent pas les choses. Et toi, tu te dis, bah, au fait, ils n'ont rien compris à la vie. Et il y a des gens aussi qui veulent rester là et critiquer là-bas. Moi, je dis toujours, il faut aller sur place. Moi, je peux me permettre de critiquer. Pendant des années, j'ai fait la navette. J'étais entre 2010 et même là, 2019, on va dire. C'est là où j'ai arrêté. Mais je vivais plus là-bas qu'ici. Et maintenant, jusqu'à là, je fais toujours la navette. J'ai toujours un pied là-bas, un pied ici, donc je peux me permettre. Mais, et j'encourage beaucoup parce que je me dis, le développement, si on compte que sur l'État, ça ne va jamais se faire. Et c'est pour ça que moi, j'essaie, à mon petit niveau, de développer, d'utiliser la culture à travers l'événement de Miss, là, développer la culture centrafricaine. Et j'y arrive. Avec mon équipe, on essaie de poser des petits actes pour que, au niveau international, on puisse connaître le pays, qu'on entende déjà parler du pays à travers la culture. Et puis, mais j'encourage beaucoup parce que surtout les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs centrafricains, je les encourage à travers l'événement aussi, je leur permets d'avoir de la visibilité. C'est ma manière aussi de contribuer à ce qu'ils font. Et aussi, le projet, c'est OK, on apprend ici, on acquiert l'intelligence, les compétences, il faut y aller. Et il y en a de plus en plus. Parce que moi, je travaille avec les jeunes filles, mais j'en ai entre 18 et 26, 2 fois 30. Quand je parle avec elles pour les recrutements, mais toutes, elles ont cette soif de rentrer au pays, faire quelque chose. Lors de l'élection, elles ont des projets à présenter. La plupart de leurs projets se portent sur la RCA. Donc je pense qu'il y a cette envie-là de rentrer déjà, et puis je viens accentuer en les motivant à rentrer. Il faut qu'on rentre, il faut qu'on développe le continent. Moi j'encourage les Africains, tous les Africains à développer le continent. Moi j'aime le continent. C'est parce que je voyage un peu partout en Afrique. Et c'est mon rêve, c'est de développer. L'événement que j'organise là, c'est centrafricain, mais moi je l'ai ouvert au monde. Pour moi, il faut que ça soit l'événement africain, l'événement de la diaspora africaine de France. C'est ça la vision. Voilà. Et justement, comment est la diaspora centrafricaine en France? Parce qu'on n'entend pas beaucoup parler.
Mais on sait que vous êtes là. On est là. On est Voilà. très discret. On est un peu plus discret. Et justement, c'est pour ça que je suis en train de briser ces codes-là. Je suis en train de briser. L'année dernière, on a fait un événement à plus de 1300 personnes, mais mélangées, parce que j'ai mes amis qui sont un peu de partout, donc ils sont venus. Mais justement, ils ont découvert les Centrafricains. J'ai eu à avoir aussi une influenceuse, un petit clin d'œil à Ruby la milliardaire. C'est vraiment, on la salue, ouais, je salue Ruby la milliardaire, que j'avais pris comme marraine et qui était sidérée de découvrir les Centrafricains. Parce que comme on est voisins, hein, Cameroun, Centrafrique, c'est à côté. Mais il y a des Camerounais qui ne connaissent pas vraiment les Centrafricains. Donc ça a permis aussi à d'autres personnes de découvrir les Centrafricains, chics, élégants, beaux, belles, et puis qui sont des fêtards. On s'amuse, mais en général, on aime bien être entre nous. C'est moi, je viens de partout. Entre nous. Ouais, ouais, ils aiment bien être entre eux. Moi, je suis là. Moi, je suis universelle, moi. Moi, je vais partout. Mais eux, ils aiment bien être entre eux. Ok. Bah, très bien. Merci beaucoup. Merci. On va passer à une autre rubrique que vous aimez tant et que mes invités n'aiment pas forcément. Je parle du scanner. Oh. Ouh. Elle respire déjà. Prisca. Oui. Alors, je vois que vous aimez la mode, que vous êtes bien habillée. Merci. Est-ce que vous avez un styliste préféré? Un styliste. Oui, j'en ai plusieurs. Alors, je réfléchis. Ouais. Il faut donner les noms. Il faut donner le nom. Parce que moi, la mode, hein, c'est un peu, je prends un peu de partout. Il y a Afaldi que j'aime bien, Ok. comme styliste, ouais, Afaldi. Mais j'aime bien le travail que Pharrell Williams fait avec, bon, je ne vais pas dire le nom. Avec, voilà. C'est Donc, compris. Voilà, je regarde un peu, j'aime bien le style. Parce que moi, j'ai un style un peu décalé, un peu, je prends un peu en Afrique, un peu ici, je mélange. Voilà. Donc, voilà. Un peu afro-chic. Voilà, afro-chic, ok. Nourriture préférée? Les feuilles de manioc. Ah. Je réfléchis pas, les feuilles de manioc. Les feuilles, je sais pas, tu connais? Oui, oui. J'aime beaucoup les feuilles de manioc. En sauce, en quoi? En sauce. En sauce. Avec la pâte d'arachide, de Ah. la viande. Ok, ça s'appelle comment chez vous, du coup? Ngunja. D'accord, chez nous, ça s'appelle da. Da? Ah, ok. Vous le préparez comment? On prépare fait des manioc avec la pâte d'arachide Pâte d'arachide en sauce. aussi. Vous mettez l'huile de palme ou l'huile normale? Si, on peut mettre l'huile de palme aussi. Ah, Là, on a faim. On a dit en même temps. J'ai faim. Ouais, j'aime beaucoup, mais je mange beaucoup chinois aussi. Ok. Ouais, je mange beaucoup asiatique, c'est pour ça que je garde la taille. Ah. Et je mange beaucoup de légumes en ce moment. Ok. Beaucoup de légumes. Apparemment, quand on prend de l'âge, c'est conseillé. C'est conseillé. Ok. Donc, si jamais tu commences à avoir... Voilà, si jamais. Il faut penser à... Il faut revenir laisser Faut la viande. revenir à l'essentiel, les légumes. Les légumes. Voilà. Ok, bah, très bien. Musique préférée? Je suis dans les louanges et adorations maintenant. Amen. Louange et adoration. Il n'y a pas mieux. Et en louange et adoration, c'est qui que j'écoute? J'aime beaucoup Dena Moana. Voilà, Dena Moana. Et puis il y a Emmanuel Mesongo, un Congolais que j'écoute beaucoup. Ok. Donc ouais, ça m'apaise. Ça t'apaise. Très bien. En fait, c'est dans ça que je prends la force maintenant. C'est ça. Dans la louange et adoration. Voilà. Dernière question. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Une anecdote qui vous a marqué dans n'importe quel domaine, que ce soit personnel, professionnel, mais une anecdote qui vous est restée gravée à vie, quoi. Alors, j'en ai plusieurs. Hein. Wow. J'en ai plusieurs. Je réfléchis. Alors, je réfléchis. Ouais, celle-là, elle est pas mal. En 2018,
j'étais partie, j'étais en mission en Centrafrique. Je travaillais sur le Land 2 du président. Ok. Avec le ministère de la Communication, donc le ministre et porte-parole à l'époque, M. Kazayi, à qui je fais un petit coucou. Donc j'étais chargée de faire le tour des ministères pour prendre leur bilan et faire, on avait fait un magazine que j'ai chapeauté, toute l'équipe et tout, donc j'étais chef de projet. J'arrive au ministère de la Santé, je ne connaissais pas le ministre. Non, j'arrive, il arrive en même temps. Il y avait son protocole et des gens qui étaient devant, et lui, il monte l'escalier doucement, et moi, j'arrive, je le vois. Bonjour, monsieur, et tout. Je cherche le cabinet du ministre. J'ai rendez-vous avec le ministre, je cherche le cabinet du ministre. Après, il me dit, ah ouais, vous êtes? J'ai dit, Madame Yandé. Ok, d'accord, ben, allez passer par là, machin, à gauche, droite, vous allez voir les secrétaires, posez-leur la question et tout, vers là-bas. Moi, je pensais que c'était juste quelqu'un comme ça qui me... Donc, je rentre au cabinet, je vois les dames, donc je pose la question, oui, j'ai rendez-vous avec le ministre et tout. Ok, attendez et tout, voilà, on m'annonce. J'arrive, je rentre dans le bureau. C'est le monsieur. Je rentre dans le bureau, c'est le monsieur en question. Et il s'est moqué de moi, et puis on en a rigolé. C'était une belle histoire et ça m'a marqué. C'est le ministre Samsé à qui j'ai eu fait un petit coucou aussi. Et voilà, non, franchement, ça m'avait marqué cette histoire parce que c'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai trouvé ça, et je l'ai trouvé très, il était très simple, pas, c'était quand même une personnalité. Tout à fait. Du coup, c'est pour ça que je ne l'ai pas, et ça m'a marqué. J'aime bien raconter cette histoire. Donc voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir joué au jeu. Voilà. Donc, on va passer à l'actualité. Quelles sont les actualités Alors, les actualités du moment. L'actualité du moment, bien sûr. L'actualité du moment, c'est l'événement de l'année. L'événement de l'année de la diaspora africaine de France. Miss Centrafrique France, qui va avoir lieu le 7 décembre à la salle Millennium à Grigny. Vous êtes invités. Et j'invite la diaspora africaine de venir découvrir la beauté centrafricaine, la femme centrafricaine et la femme africaine. Donc je lance un appel aux Africains, mais à tout le monde, hein, même les Français, les Chinois, les Italiens, qui veulent venir découvrir la culture africaine et centrafricaine, ils sont les bienvenus. La billetterie est sur notre page, là, il y a les liens. Nous avons nos pages réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Et il y a un site internet www.misscentrafriquefrance.com. Ils auront toutes les informations dessus, la billetterie en ligne. Et voilà, on est prêt à recevoir et à accueillir nos futurs clients et puis faire profiter aux clients ce spectacle qu'on est en train de préparer depuis plus de 10 mois. Et les candidates sont très contentes, motivées. Et voilà, c'est des jeunes centrafricaines visionnaires, très déterminées. Je suis très très fière d'elles. Très fière des candidates. Je suis fière de toutes les candidates que j'ai eues, mais il y a une mention spéciale. Cette année-là, vraiment, il y a vraiment une mention spéciale pour les candidates que j'ai. C'est vraiment, elles sont formidables. Elles sont autonomes, vraiment. Et elles ont capté la vision, en fait, de la présidente. Et elles essayent de s'aligner. Donc voilà. Moi, je forme des guerrières, je leur ai dit. Moi, je suis une guerrière, donc je forme des guerrières. Voilà. Donc voilà. Rendez-vous le 7 décembre à Grigny pour l'élection Miss Centrafrique France 2025. Est pris. Merci beaucoup. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Je suis très contente d'être là. Merci beaucoup pour cette invitation. Et puis, je demande aux femmes africaines de prendre de la place. Le mot de la fin, c'est que toute femme africaine, mais toute femme, mère, sœur, se lève pour prendre sa place dans la société. Parce que je dis toujours, quand la femme va se lever pour s'affirmer, pour prendre sa place dans la société,
il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est nous qui fabriquons les hommes. Ils sortent de notre matrice. Et c'est à nous d'éduquer. Donc on doit chacune écrire notre histoire. Mais une belle histoire. Poser des bons actes. Donc voilà, hein, c'était Prisca Miandé sur Chez HD24. Je commence avec les remerciements. Merci beaucoup au studio HD24 de nous accueillir pour la production du podcast Brillare. Et puis, bien évidemment, merci à ma styliste personnelle, Gigi Wax. Merci beaucoup, ma belle, pour tout le travail accompli. Moi, je vous retrouve une prochaine fois avec un nouveau profil inspirant. D'ici là, portez-vous bien. C'est la journaliste, votre présentatrice. Ciao!